Avec nous, Marie Berthelon. On parle de Rouvenat, de la joaillerie, mais pas n'importe laquelle. Vous avez fait vos classes chez Hermès et Cartier comme ceux avec qui vous avez réveillé Rouvenat. Pourquoi avoir choisi cette maison, une maison Second Empire ? Bonjour Audrey, merci de m'inviter aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous parler de ce projet car Rouvenat a été relancé il y a tout juste 2 mois. On est une jeune maison avec un très ancien bagage. Alors effectivement, la joaillerie du Second Empire, elle n'est pas forcément très connue. Non. Elle n'est pas forcément très prisée ni très à la mode. Et en fait, en allant fouiller un peu dans ces joailliers du Second Empire, j'ai eu la joie de retomber sur ce nom, Léon Rouvenat, qui en fait a été un des plus grands joailliers du Second Empire. Un homme assez extraordinaire, je vous parlerai un petit peu de lui, qui, à sa façon, a révolutionné le monde de la joaillerie de l'époque en l'emmenant vers l'ère industrielle. C'était un habitué des expositions universelles, plutôt un audacieux qui Absolument. cassait les codes. Qui cassait les codes, en tout cas qui se poussait à les réinventer. Il a effectivement participé à la première exposition universelle qui a eu lieu à Londres, au Crystal Palace. Et ce que je trouve formidable dans son histoire, c'est qu'il est revenu en France en 1852 et que là, cet homme a ouvert la première manufacture de joaillerie au monde. En fait, c'est le point de départ du rayonnement mondial de la joaillerie française tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et je trouve que ce moment est très fondateur. Et en fait, avec mes associés, on a eu envie de remettre en lumière ce nom endormi, faute de successeur. Oui, c'est ça, faute d'héritier. Exactement. La success story a disparu à l'époque. On lui doit pourtant notamment une broche de lilas constellée de diamants et vendue à l'impératrice Eugénie pour la petite histoire. Elle-même. En fait, Léon Rouvenat, dans sa manufacture, il ne s'est pas arrêté là. Il a ouvert ses portes, les portes de son atelier, et il s'est mis à accueillir en fait des têtes couronnées du monde entier. Ça, c'est assez révolutionnaire aussi d'une certaine façon, parce qu'avant, les ateliers de joaillerie, c'était des tout petits endroits dans lesquels on n'accueillait pas. Là, les dignitaires du monde entier ont adoré cette expérience. Ils pouvaient venir avec leurs pierres, ils pouvaient voir la création avoir lieu sous leurs yeux. Léon Rouvenat a accueilli des sommités d'Amérique latine, de Russie. Il a vendu pour le Shah de Perse. Enfin, son histoire est assez formidable. Il y avait déjà une belle histoire, donc le socle de l'histoire à raconter. Et en fait, vous êtes complètement en train de réinventer le processus avec des règles différentes. Avec des règles différentes, vous avez totalement raison. Et on a passé beaucoup de temps, je dois dire, à se pencher sur comment inventer un business model complètement différent et comment emmener cette joaillerie qu'on aime tant vers l'ère de l'éco-joaillerie et vers la circularité que la mode embrasse énormément aujourd'hui, mais qui est finalement balbutiante, j'ai envie de dire, dans le monde de la joaillerie. Timide. Alors, comment ça se concrétise chez Rouvenat ? Alors, chez Rouvenat, en fait, la circularité, qui est un bien grand mot, c'est des matérialisations très concrètes. Donc, on commence par remettre en lumière un nom endormi. Ça, c'est très important. On s'appuie sur des archives et sur un patrimoine. Il se trouve que pendant le Covid, j'ai eu la chance de retrouver les archives de Léon Rouvenat chez un petit bouquiniste parisien. Donc ça, c'est venu nourrir notre réflexion autour de cet ADN. Les nouveautés, les créations. Absolument, absolument, dont on s'imprègne et qu'on réinterprète, évidemment. Notre super directrice artistique, Sandrine Delage, s'est plongée dans ses dessins avec délice. Mais aussi concrètement, chez Rouvenat, on utilise de l'or et de l'argent recyclés. Et puis, on fait une chose que personne ne fait aujourd'hui. On va utiliser des pierres anciennes exclusivement. Mais vous allez les dénicher où ? On vous les apporte ? Vous les trouvez dans des coffres abandonnés ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une filière à construire parce que c'est une filière qui n'existe pas. Traditionnellement, en haute joaillerie, certaines pierres sont parfois réutilisées, mais personne aujourd'hui en joaillerie n'utilise de manière systématique ces pierres anciennes, alors qu'ils dorment effectivement dans les coffres des particuliers qu'on invite à venir chez nous, d'ailleurs, au 416 rue Saint-Honoré, à Paris, pour venir nous apporter On peut vraiment parler d'écrin. Absolument, c'est un écrin assez unique, assez magnifique, dans lequel on aime accueillir des artistes. Ces pierres, on les trouve aussi chez les négociants, qui ont tous en fait des pierres un peu singulières qui ne rentrent pas dans les plans de collection des maisons traditionnelles. Et nous, c'est cette singularité qu'on va aller chercher justement et qui nous parle. On les achète aussi sur les maisons de vente, on achète aussi des démontés d'anciennes créations d'autres maisons de joaillerie. Bref, c'est une aventure assez palpitante. On est accompagné pour ça par une grande experte avec qui je travaillais chez Cartier, qui nous a suivis dans cette aventure, qui est une gémologue renommée et qui nous aide à naviguer dans ce monde très intrigant et très complexe des pierres anciennes. Et avec de la technicité et de la technologie d'aujourd'hui pour garantir la circularité, une blockchain qui enregistre de façon digitale l'ensemble des certificats d'authenticité qui vous permettent un sourcing et une traçabilité. Exactement. Il est fondamental lorsqu'on se positionne comme un grand joaillier, a fortiori lorsqu'on réveille un grand nom tel que Léon Rouvenat, une maison avec un grand héritage qui fait partie du patrimoine français, de pouvoir garantir ce que l'on propose. Donc évidemment, nos pierres sont toutes sélectionnées une par une,
par ce duo magnifique qui est notre acheteuse de pierres et puis notre directrice artistique. Et ensuite, toutes ces pierres sont évidemment certifiées et inscrites dans la blockchain. Alors, notre blockchain, elle est un peu particulière. Aujourd'hui, dans le monde de la joaillerie, tout le monde va chercher à comprendre d'où vient la pierre. Et c'est ce que j'appellerais la blockchain amont. Nous, en fait, on va s'attacher à dire de quand vient la pierre, pour aller montrer qu'elle est ancienne et pour l'accompagner dans ses vies futures. C'est un changement de paradigme assez intéressant et on ouvre la voie sur cette façon de travailler qui n'est pour l'instant taclée par personne. Un éventail de prix, je dirais, entre 2 000 et 20 000 euros pour le positionnement grossièrement. Un peu en dessous, je me permets. En fait, on commence à 750 euros. Bon, il y a donc un prix d'entrée. Il y a un prix d'entrée, après, ça peut grimper. Et cette consécration, c'est avec ça que je terminerai avec vous, et le bolt des rubis, des aigues marines, entre autres. Et cette pièce cadenas inspirée des rosaces de l'époque, une version haute joaillerie lors de la Fashion Week haute couture. C'est la consécration. Alors, c'est la consécration, je vous remercie de le dire. De pouvoir la présenter. C'est, en tout cas, exactement, c'est un grand moment de haute joaillerie. Ça a été l'opportunité d'accueillir chez nous, au 416 rue Saint-Honoré, tous ces clients, toutes ces personnes autour d'une expérience décomplexée et joyeuse, un peu à l'image de votre émission, j'ai envie de dire, autour de la joaillerie. Le début d'une aventure, Rouvenat, avec Marie Berthelon, cofondatrice et présidente de Rouvenat, de la joaillerie circulaire. Merci d'avoir été avec nous. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.